Bonjour tout le monde et bienvenue dans Sous le mythe, le podcast qui déconstruit les mythes et la société. Et si aujourd'hui on parlait de ce qui se joue autour de nous, même quand on ne le voit pas. Dans l'épisode précédent, on a parlé des bases, l'habitus, les capitaux et toutes les ressources invisibles qui façonnent nos trajectoires. Aujourd'hui, on va plus loin. Parce que comprendre qui nous sommes et ce qu'on a ne suffit pas. Il faut aussi comprendre où on joue. Et c'est là qu'intervient un concept essentiel chez Bourdieu, le champ. Le champ, c'est l'espace social dans lequel on évolue. Un espace avec ses règles, ses codes, ses enjeux, ses rapports de force. Un espace où certains arrivent déjà armés et où d'autres doivent tout apprendre en cours de route. Dans cet épisode, on va voir comment fonctionnent ces champs. Pourquoi ils ne valorisent pas les mêmes choses, comment ils distribuent les avantages et surtout pourquoi deux personnes dans le même espace ne vivent pas du tout les mêmes expériences. On va parler de règles invisibles, de lutte symbolique, de légitimité. Et même de Hunger Games et Gossip Girl. Parce que parfois, la pop culture explique mieux que n'importe quel cours de sociologie. Bref, aujourd'hui, on entre dans l'arène, on regarde comment le jeu social se structure et pourquoi certains y avancent naturellement pendant que d'autres doivent décoder chaque mouvement. Pour comprendre comment nos trajectoires se jouent concrètement, il faut introduire un troisième concept essentiel chez Bourdieu, le champ. Et Bourdieu le définit avec une phrase qui pose immédiatement le décor. Le champ est un espace de position et de prise de position. Bon, c'est une phrase qui peut être un peu dense, mais elle dit tout. Un champ, c'est un espace social où des acteurs occupent des places différentes et où chacun essaye d'imposer sa vision de ce qui compte, de ce qui a de la valeur, de ce qui mérite d'être connu. Un champ, ce n'est jamais neutre. C'est un espace structuré, hiérarchisé, traversé par des rapports de force. Un espace où chacun essaye d'exister, de se faire une place, de défendre sa manière de voir le monde. Le champ, c'est le décor où se joue la partie. C'est l'endroit où l'habitus et les capitaux prennent sens. Parce que ce n'est pas seulement qui tu es ou ce que tu as qui compte, c'est où tu joues. Pour comprendre ce qu'est un champ, imagine un terrain de jeu. Mais pas un terrain neutre, pas un espace vide, un terrain avec ses règles, ses enjeux, ses hiérarchies et ses rapports de force. Un champ, c'est exactement ça. Un espace social où des acteurs se confrontent, coopèrent, s'opposent, négocient pour exister, pour être reconnus, pour imposer leur vision de ce qui compte. Et chaque champ a ses propres règles de jeu. Le champ scolaire ne fonctionne pas comme le champ artistique. Le champ artistique, lui, ne fonctionne pas comme le champ politique. Et le champ politique ne fonctionne pas comme le champ sportif. Dans le champ, il y a toujours des positions. Qui occupent quelle place? Des enjeux. Qu'est-ce qui a de la valeur ici? Des stratégies. Comment on avance? Des luttes. Qui décident de ce qui compte vraiment? Et surtout, dans chaque champ, les acteurs ne sont pas égaux. Ils n'ont pas les mêmes ressources, pas les mêmes codes, pas les mêmes armes. Certains arrivent déjà préparés, socialisés, armés. D'autres doivent tout apprendre en cours de route. Le champ, c'est donc le décor où se joue la partie. C'est l'endroit où l'habitus et les capitaux prennent sens. Parce que ce n'est pas seulement qui tu es ou ce que tu as qui compte, c'est où tu joues et selon quelles règles. Maintenant qu'on a posé ce qu'est l'habitus, ce que sont les capitaux et ce qu'est un champ, on peut enfin comprendre comment tout ça fonctionne ensemble. Parce que ces trois concepts ne vivent pas séparément. Ils s'emboîtent, ils se répondent, ils se renforcent. Et en réalité, c'est très simple. L'habitus, c'est comment tu joues. Tes réflexes, tes goûts, tes manières d'être, ce qui te semble normal ou pas. C'est ta manière spontanée d'entrer dans une situation. Les capitaux, ce sont les armes avec lesquelles tu joues. L'argent, les diplômes, les codes, les réseaux, tout ce qui te donne ou ne te donne pas des avantages dans le jeu. Le champ, ce sont les règles du jeu, ce qui est valorisé, ce qui est reconnu, ce qui compte vraiment dans cet espace précis. Et c'est là que tout devient clair. On ne joue jamais le même jeu, même quand on est dans les mêmes endroits. Deux personnes peuvent entrer dans le même champ, l'école, l'entreprise, l'art, la politique, mais elles n'y entrent pas avec les mêmes dispositions, ni avec les mêmes ressources, ni avec les mêmes compréhensions. L'habitus te fait agir d'une certaine manière,
Les capitaux déterminent ce que tu peux faire. Le champ décide ce qui sera récompensé ou ignoré. C'est cette articulation qui explique pourquoi certains avancent plus facilement et pourquoi d'autres doivent lutter 2 fois plus pour arriver au même endroit. À ce stade, on pourrait se dire, ok, il y a l'habitus, il y a les capitaux, il y a les champs, mais pourquoi ça fonctionne aussi bien? Pourquoi ces inégalités se reproduisent sans qu'on s'en rende compte? Bon, la réponse, tu t'en doutes, c'est Bourdieu qui la donne et il appelle ça la violence symbolique. Alors attention, ce n'est pas une violence physique, ce n'est pas une violence visible, c'est une violence douce, silencieuse, presque imperceptible, qui fonctionne justement parce qu'on ne la voit pas. La violence symbolique, c'est le moment où les dominés, ceux qui ont le moins de capitaux, moins de codes, moins de ressources, finissent par accepter les règles du jeu comme si elles étaient naturelles, comme si elles allaient de soi, comme si c'était normal. C'est quand tu dis ce n'est pas pour moi, je ne suis pas fait pour ça, je ne suis pas assez légitime, je n'ai pas les codes, je me sens pas à ma place. Et tu crois que ça vient de toi, de ta personnalité, de ton caractère, de tes goûts. Alors qu'en réalité, ça vient du social, de ton habitus, de tes capteurs, du champ dans lequel tu évolues. La violence symbolique, c'est ce qui fait que les règles du jeu paraissent naturelles, alors qu'en réalité, elles sont construites. C'est ce qui fait que les inégalités paraissent logiques, alors qu'elles sont produites. C'est ce qui fait que les dominés participent au jeu sans jamais remettre en question les règles. Pour comprendre comment habitus, capitaux et champs s'entremêlent, rien ne vaut un exemple très simple, basique. Imagine deux personnes qui entrent dans le même champ. Par exemple, le champ professionnel. Même entreprise, même réunion, même pièce. Mais elles n'y ont pas du tout la même disposition. La première personne, elle, arrive avec un habitus qui lui donne de la confiance. Un capital culturel qui lui permet de comprendre les codes. Un capital social qui lui ouvre les portes. Un capital économique qui lui offre une marge d'erreur. Elle entre dans une pièce, elle sait comment se tenir, comment parler, comment se présenter. Elle reconnaît les signes, les attitudes, les références. Elle se sent à sa place. La deuxième personne, elle arrive avec un habitus qui lui dit de rester discrète. Un capital culturel qui est beaucoup plus fragile, peu ou pas de réseau, et aucune marge d'erreur. Elle entre dans la même pièce, mais elle ne lit pas les mêmes signaux, elle ne comprend pas les mêmes codes. Elle hésite, elle observe, elle doute, elle se demande si elle est légitime, si elle fait trop ou pas assez. Même champ, même situation, pas du tout les mêmes expériences. Et ce n'est pas une question de personnalité, ce n'est pas une question de volonté, ce n'est même pas une question de talent, c'est l'articulation entre l'habitus, donc comment tu joues, les capitaux, avec quelle arme tu joues, le champ, selon quelles règles tu joues. C'est ça qui fait que certains avancent naturellement et que d'autres doivent apprendre les règles en même temps qu'ils jouent la partie. Il y a une phrase de Bourdieu qui résume tout ce qu'on vient de poser. Une phrase circulaire, presque poétique, mais qui dit quelque chose de très simple. Les héritiers héritent de l'héritage qui les fait héritiers. Dit autrement, ceux qui réussissent, naturellement, ne réussissent pas par hasard. Ils n'héritent pas seulement d'argent, ils héritent d'un ensemble de ressources invisibles, des codes, des manières d'être, des références, une aisance, un rapport au monde qui leur donne de la légitimité avant même qu'ils aient commencé à jouer. Ils héritent d'un habitus qui colle parfaitement aux attentes du champ. Ils héritent d'un capital culturel qui leur permet de comprendre les règles sans qu'on leur ait expliqué. Ils héritent d'un capital social qui ouvre les portes avant même qu'ils frappent. Ils héritent d'un capital symbolique qui les rend crédibles, désirables, légitimes. Et cet héritage culturel, social, symbolique leur permet ensuite d'hériter encore de diplômes, de positions, de reconnaissance. C'est un cercle qui se reproduit, un cercle qui paraît naturel alors qu'il est entièrement social. Cette phrase, c'est la clé pour comprendre pourquoi certaines trajectoires semblent logiques quand on les regarde de loin et pourquoi certaines réussites paraissent aller de soi.
Pour rendre tout ce qu'on vient de dire encore plus concret, la pop culture nous offre deux images parfaites. Deux univers où tout le monde est censé jouer le même jeu, mais où tout le monde n'a clairement pas les mêmes armes. Reprenons Hunger Games. Tout le monde est censé jouer selon les mêmes règles, même arène, même objectif, survivre. Mais Katniss n'a pas du tout les mêmes ressources que les tribus du Capitole. Elle arrive avec un habitus de survie. Un capital économique bon, quasi nul. Aucun capital symbolique. Aucun réseau. Aucune préparation médiatique. En face, les tribus du Capitole arrivent avec un entraînement professionnel. Des sponsors, une mise en scène, un capital symbolique énorme, un habitus parfaitement adapté au spectacle. Même chant, pas les mêmes armes, pas les mêmes chances. Et pourtant, Katniss comprend quelque chose que beaucoup ne voient pas. Le jeu n'est pas seulement physique, il est social. Elle comprend comment se rendre visible, comment attirer les alliés, comment jouer avec les attentes du public, comment utiliser les règles contre le système. Elle ne gagne pas parce qu'elle est la meilleure, elle gagne parce qu'elle comprend le champ. Dans Gossip Girl, c'est un peu la même logique. Même école, même ville, même décor, l'Upper East Side. Mais Dan et Serena n'ont rien en commun du point de vue des capitaux. Dan arrive avec un capital social limité, un capital économique fragile, un habitus extérieur au milieu. Aucune familiarité avec les codes, alors que Serena, elle, évolue dans un monde qui la reconnaît déjà. Elle a le réseau, les relations, les codes, l'aisance, la légitimité. Dan doit tout apprendre, tout décoder, tout comprendre. Serena, elle, navigue dans un champ qui lui est naturellement favorable. Même espace, pas les mêmes évidences. Ces deux références disent exactement ce que Bourdieu explique. Les règles sont les mêmes, mais les chances ne le sont pas. Le champ est le même, mais les capitaux ne le sont pas. Et l'habitus détermine la manière dont on lit ou pas les règles du jeu. C'est pour ça que certains avancent naturellement et que d'autres doivent apprendre les règles en même temps qu'ils jouent la partie. Beaucoup de gens, quand ils découvrent Bourdieu, ont une réaction instinctive. Donc tout est déterminé, donc on n'a aucune liberté, dont notre milieu décide de tout. Mais ce n'est pas du tout ce que dit Bourdieu. Comprendre les structures, ce n'est pas dire que tout est joué. C'est simplement reconnaître qu'on ne part pas du même point et que nos choix ne flottent pas dans le vide. Dire que l'habitus influence nos goûts, nos ambitions, nos manières d'être, ce n'est pas dire qu'on ne peut jamais en sortir. C'est dire qu'on ne choisit pas nos conditions de départ, mais qu'on peut apprendre à les comprendre. Et comprendre, ce n'est pas renoncer, c'est reprendre du pouvoir. Parce que voir les règles du jeu, c'est déjà commencer à s'en détacher. C'est déjà commencer à se déplacer. C'est déjà commencer à agir autrement. Bourdieu ne dit pas tout est écrit, il dit tu n'es pas libre. Et entre les deux, il y a deux espaces. Un espace où on peut bouger, évoluer, transformer, un espace où la lucidité devient une forme de liberté. Comprendre les structures, ce n'est pas se résigner, c'est arrêter de se raconter des histoires et commencer à voir ce qui nous façonne pour mieux s'en affranchir. Comprendre Bourdieu, c'est aussi arrêter de se flageller. Arrêter de croire que si on n'a pas réussi, c'est parce qu'on n'a pas assez travaillé. Arrêter de croire que si on galère, c'est parce qu'on est moins bon. La société adore raconter que tout dépend de nous, que tout est une question de motivation, de discipline, de mindset. Que si tu veux vraiment quelque chose, tu peux l'obtenir. Mais la vérité, c'est que personne ne joue à armes égales. On ne choisit pas l'habitus dans lequel on grandit, les ressources auxquelles on a accès, les codes qu'on apprend ou pas, les réseaux qui nous soutiennent ou non, les marges d'erreur qu'on a ou qu'on n'a pas. On ne choisit pas non plus les obstacles invisibles qui se dressent devant nous, ni les portes qui s'ouvrent naturellement pour certains et jamais pour d'autres. Alors non, si tu n'as pas eu les mêmes opportunités, si tu n'as pas eu les mêmes évidences, si tu n'as pas eu les mêmes chances, ce n'est pas parce que tu as mal joué, c'est parce que tu n'avais pas les mêmes cartes. Comprendre ça, ce n'est pas se déresponsabiliser, c'est arrêter de se culpabiliser pour des choses qui ne dépendent pas de nous.
C'est remettre la responsabilité là où elle doit être, dans les structures, les héritages, les ressources, les contextes. Comprendre Bourdieu, ce n'est pas seulement comprendre pourquoi on n'a pas toutes les mêmes chances, c'est aussi comprendre comment fonctionne le jeu social. Parce que oui, il y a un jeu, avec des règles, avec des codes, avec des attentes implicites, avec des manières de parler, de se tenir, de se présenter, de se rendre légitime. Et tant qu'on ne voit pas ces règles, on joue à l'aveugle. On croit que les autres sont naturellement à l'aise, on croit qu'ils ont plus de talent, on croit qu'ils sont faits pour ça. Alors qu'en réalité, ils ont juste appris les règles très tôt. Elles leur semblent naturelles, elles sont devenues invisibles. Comprendre les règles du jeu, c'est comprendre pourquoi certains espaces nous mettent à l'aise, pourquoi d'autres nous paralysent, pourquoi certains codes nous semblent évidents, pourquoi d'autres nous semblent étrangers, pourquoi certains réussissent sans effort apparent, pourquoi d'autres doivent tout décoder en permanence. Ce n'est pas une question de valeur personnelle, c'est une question de familiarité avec les règles. Une fois qu'on les voit, quelque chose change. On arrête de se sentir nul, on arrête de se sentir pas à la hauteur, on arrête de croire que les autres ont quelque chose qu'on n'a pas. On comprend que ce n'est pas une question d'essence, mais une question d'apprentissage. Et ça, c'est un pouvoir énorme. Voir les règles, c'est commencer à pouvoir jouer autrement. Comprendre les règles du jeu, ce n'est pas seulement ouvrir les yeux, c'est aussi comprendre qu'on peut bouger, pas librement, pas magiquement, pas comme dans les discours de développement personnel, mais réellement, concrètement, socialement. Parce que oui, l'habitus peut évoluer, les capitaux peuvent se transformer, les trajectoires peuvent se déplacer. Mais, et c'est essentiel, pas à armes égales. Certaines personnes peuvent changer de milieu, de métier, de réseau presque naturellement. Pour elles, se déplacer dans le jeu social ressemble à une extension logique de ce qu'elles sont déjà. Elles ont les ressources, les codes, les marges d'erreur. Pour d'autres, chaque déplacement demande un effort énorme. Apprendre de nouveaux codes, adopter de nouvelles manières de parler, comprendre les implicites, compenser l'absence de réseau, gérer les doutes, la peur de ne pas être légitime, affronter la violence symbolique. Changer de champ, c'est comme changer de langue. Certains sont bilingues depuis l'enfance, d'autres doivent tout apprendre à l'âge adulte. Mais ce n'est pas impossible, ce n'est jamais impossible. L'habitus n'est pas une prison, c'est une histoire. Et une histoire peut évoluer. Les capitaux ne sont pas figés, ils peuvent se renforcer, se diversifier, se recomposer. Pour se déplacer dans le jeu social, il faut deux choses. Voir les règles, avoir les ressources pour les contourner. Et c'est là que la lucidité devient un outil. Parce que comprendre comment le jeu fonctionne, c'est arrêter de croire que tout dépend de nous et commencer à voir ce qui dépend du contexte, de l'histoire, des structures. C'est comprendre que si c'est difficile, ce n'est pas parce qu'on est nul, mais parce que le déplacement social demande un travail invisible que certains n'auront jamais à faire. Pour rendre tout ça encore plus clair, reprenons les exemples précédents. Avec Hunger Games et Gossip Girl. Dans Hunger Games, Katniss n'est pas la plus forte. Elle n'est pas la plus rapide, elle n'a pas les meilleures armes. Elle n'a pas les sponsors, ni la mise en scène, ni le capital symbolique des tribus du Capitole. Mais elle comprend quelque chose que beaucoup ne voient pas. Le jeu n'est pas seulement physique, il est social. Elle ne gagne pas parce qu'elle est la meilleure. Elle gagne parce qu'elle comprend le champ. Elle voit les règles, elle les détourne. C'est exactement ce que dit Bourdieu. Comprendre les règles, c'est déjà reprendre le pouvoir. Dans Gossip Girl, tout le monde vit dans le même décor, l'Upper East Side, les soirées mondaines, les écoles privées. Mais tout le monde n'y joue pas les mêmes rôles. Serena, Blair, Nate, eux, ils connaissent les codes depuis l'enfance. Ils savent comment parler, comment se tenir, comment se présenter. Ils savent qui appeler, qui éviter, comment se rendre légitime. Dan, lui, doit tout apprendre. Il doit décoder les attitudes, comprendre les références, saisir les implicites, naviguer dans un monde qui n'a pas été fait pour lui.
Et quand il comprend les règles, quelque chose change. Il commence à exister dans ce champ. Pas parce qu'il devient riche, pas parce qu'il change d'essence, mais parce qu'il comprend les codes. C'est encore ce que dit Bourdieu. Comprendre le jeu social, c'est commencer à pouvoir s'y déplacer. Bon, pour terminer cette partie, il y a une phrase de Bourdieu qui résume à peu près tout. Une phrase simple, mais qui ouvre une brèche. Une phrase qui dit à la fois la force des structures et la possibilité de les transformer. Ce que le monde social fait, le monde social peut le défaire. Cette phrase, c'est un antidote au fatalisme. Elle dit que si nos trajectoires sont façonnées par des héritages, par des règles invisibles, par des capitaux inégaux, par des structures qui nous dépassent, alors ces structures peuvent aussi être changées. Pas individuellement, pas par la seule volonté, par un mindset magique, mais collectivement, politiquement, socialement. Elle dit que rien n'est naturel, que rien n'est immuable, que rien n'est gravé dans le marbre. Elle dit que si le monde social produit des inégalités, elle peut aussi produire autre chose, des espaces plus justes, des règles plus équitables, des trajectoires moins verrouillées. Cette phrase, c'est une promesse, pas une promesse naïve, une promesse lucide. Elle dit, si le social construit, le social peut reconstruire. Si le social enferme, le social peut ouvrir. Si le social reproduit, le social peut transformer. Et c'est exactement pour ça que comprendre Bourdieu libère. Parce que ça nous montre que rien n'est naturel et que tout peut être changé, mais pas seul. Voilà 2 épisodes. On a posé les bases, l'habitus, les différents capitaux, le champ et les règles du jeu social. Et quand on met tout ça ensemble, quelque chose apparaît très clairement. Les trajectoires ne sont jamais individuelles. Elles sont sociales, situées, héritées. C'est ça, la reproduction sociale. Ce mécanisme par lequel l'habitus, les capitaux et les champs s'emboîtent et finissent par reproduire d'une génération à l'autre des inégalités qui paraissent naturelles. Alors, qu'elles sont construites? Ce n'est pas magique, ce n'est pas biologique, ce n'est pas une question de mérite. C'est une question de ressources, de code, de réseau, de marge d'erreur et de règles de jeu qui avantagent certains et compliquent la vie des autres. J'en parle un peu ici, mais je vais essayer d'en faire un épisode donc sur la reproduction sociale, parce que c'est un sujet immense, essentiel et trop souvent mal compris. Mais pour l'instant, on peut retenir une chose simple. On ne part pas du même point et c'est OK. Pourtant, comprendre ça, ce n'est pas renoncer. Ce n'est pas se dire tout est écrit. Ce n'est pas se résigner. C'est même l'inverse. Parce que voir les règles du jeu, c'est déjà commencer à s'en détacher. C'est déjà commencer à bouger. C'est déjà commencer à reprendre du pouvoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et merci à Burn a Sunday pour la musique. Vous pouvez le retrouver en description de l'épisode, comme toutes les infos sur le podcast. Des bisous. 11 minutes pour finir. Qui dit mieux? Moi.